La grande édition, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de cette édition. Israël pourrait-il libérer 200 terroristes du Hamas gratuitement? C'est à Rafah, au sud de la bande de Gaza, qu'ils se sont retrouvés piégés derrière la ligne jaune. Les autorités israéliennes auraient envisagé de les relâcher, certes désarmés, mais sans contrepartie. Colère du ministre Smotrich qui dénonce une pure folie. Finalement, c'est Binyamin Netanyahou qui pourrait mettre son veto à une telle idée. Israël détient-il une carte inespérée pour accélérer la restitution des corps des 8 otages encore détenus? Le point sur une situation toujours volatile, alors que Washington fait tout pour sauvegarder le cessez-le-feu. En toile de fond, justement, l'omniprésence des États-Unis qui transparaît dans la dernière interview de Donald Trump. Tout y passe durant l'émission 60 minutes. Les otages, le désarmement du Hamas, les accords d'Abraham et même les tribunaux israéliens. Netanyahou, dit-il, n'est pas bien traité par la justice de son pays et nous allons l'aider. Un brin d'ingérence et surtout une alliance à toute épreuve entre les deux leaders. Sont-ils aujourd'hui alignés sur des questions clés comme le refus d'un État palestinien ou les conditions de normalisation avec l'Arabie Saoudite? Et puis ce débat qui dépasse largement les murs de la Knesset, cette fois c'est fait. Le projet de loi visant à rétablir la peine de mort pour les terroristes a été approuvé par le comité de sécurité nationale tout à l'heure. Rendez-vous mercredi devant cette fois les députés. Fini la clémence, fini les libérations dans le cadre d'accords d'échange. Le texte voulu notamment par Itamar Ben-Gvir est désormais soutenu par Binyamin Netanyahou lui-même. Justice morale et dissuasion pour ses partisans, vengeance et perte de valeur, affirment à gauche ses opposants. Un thème clivant, on le verra dans l'ombre, évidemment du 7 octobre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Combien de concessions pour sauvegarder un cessez-le-feu condamné à rester précaire à Gaza? C'est la question qui est posée ce soir aux autorités israéliennes. 2 embûches parmi tant d'autres. La question des 200 terroristes du Hamas piégés, on le disait, sur la zone sous contrôle israélien et celle de la possible arrivée de forces turques à Gaza. On va tenter d'y voir plus clair. Notre envoyé spécial nous attend en direct du sud d'Israël. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, état des lieux ce soir avec vous. Le répit constaté ces derniers jours s'est confirmé aujourd'hui sur fond toujours de recherche des corps. Oui, alors on peut parler d'un répit, effectivement, David, même si il y a tout de même eu encore des violations du cessez-le-feu, puisque Tsahal a annoncé ce matin que plusieurs terroristes avaient franchi la ligne jaune et s'étaient approchés des forces israéliennes dans le sud de la bande de Gaza. Ils ont été neutralisés et tout cela, effectivement, en parallèle des recherches qui se poursuivent pour retrouver les corps des 8 otages restants qui se trouvent toujours dans la bande de Gaza. On sait que le Hamas, des terroristes du Hamas armés et des forces, des membres de la Croix-Rouge ont été autorisés à entrer notamment du côté du quartier est de la ville de Gaza chez Jaya pour continuer à mener des recherches aujourd'hui. Selon des médias arabes, donc il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été menées tout au long de la journée. Les équipes de la branche militaire du Hamas ont indiqué à la Croix-Rouge les sites où potentiellement les otages ont été enterrés. La Croix-Rouge ensuite est chargée de coordonner ses efforts avec Israël pour autoriser ses équipes à accéder aux zones concernées. Hier, on le sait, 3 corps ont été ramenés, 3 corps de soldats israéliens qui ont été tués le 7 octobre. Oz Daniel, Asaf Hamami et Omer Neutra, qui détient d'ailleurs la nationalité américaine. Il reste encore 8 otages, 8 corps d'otages dans la bande de Gaza, 6 Israéliens, dont Hadar Goldin, qui lui dont le corps avait été enlevé en 2014, donc au moment de bordure protectrice, c'est-à-dire il y a déjà plus de 11 ans, et puis 2 travailleurs étrangers. Donc évidemment, Israël attend le retour de ces 8 corps d'otages qui sont toujours dans la bande de Gaza actuellement. Et donc Déborah, le grand débat, que faire de ces 200 terroristes du Hamas qui sont coincés au-delà de la fameuse ligne jaune, certains d'ailleurs dans les tunnels? Effectivement, c'est un sujet extrêmement sensible puisque donc 200 terroristes qui sont bloqués dans la zone de Rafah, donc qui est une zone contrôlée par Israël dans le sud de la bande de Gaza. Il y a eu pas mal de confusion tout au long de la matinée puisque plusieurs médias israéliens disaient qu'Israël pourrait autoriser le retour de ces terroristes du côté du Hamas à condition qu'ils acceptent de déposer les armes. Mais finalement, un responsable politique a dit un peu plus tard en ce qui concerne le bureau du Premier ministre que Benyamin Netanyahou s'oppose
s'opposait à cette solution, qu'il refusait le passage sécurisé des terroristes. Plusieurs observateurs estiment que ce serait aussi un peu sous la pression des différentes réactions politiques qui ont été qui se sont exprimées tout au long de la journée. Au sein même du gouvernement, Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, a parlé de folie, et même dans l'opposition, Benny Gantz, l'ancien ministre de la Défense, chef du parti bleu-blanc, a lui-même dit qu'une telle solution reviendrait à revenir au 6 octobre 2023. Il faut rappeler que 3 soldats israéliens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, précisément dans cette zone de Rafah, par des terroristes qui étaient sortis des tunnels. Merci beaucoup Déborah Ben, une calme relative donc ce soir autour de Gaza. Merci encore pour ces précisions depuis le sud d'Israël ce soir. L'autre paramètre de cette équation, la force spéciale internationale chargée de maintenir le calme et la stabilité dans la bande de Gaza. Question sur sa composition. Parmi les pays candidats, c'est la Turquie, visiblement très motivée, qui pose problème du point de vue israélien. Une réunion de haut niveau était d'ailleurs organisée ce lundi à Istanbul en présence de 6 autres pays. Décision finale attendue d'ici la fin de semaine sous le parrainage américain. Les détails d'abord avec Loïc Stécher Choukroun. Cette réunion est présentée comme un moyen de faire le point sur la mise en œuvre du cessez-le-feu, d'anticiper les prochaines étapes et de se coordonner avant d'en discuter avec les Occidentaux. Ankara accueille aujourd'hui 7 ministres des Affaires étrangères, venus notamment d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, de Jordanie, du Pakistan et d'Indonésie. Israël viole régulièrement le cessez-le-feu et empêche l'aide humanitaire d'atteindre le niveau requis. Nous avons atteint un stade extrêmement critique. Les pays participants à la réunion d'aujourd'hui partagent une même position. Nous ne voulons pas que le génocide à Gaza recommence. À son tour, le président turc n'a pas manqué de s'en prendre à Israël. Recep Tayyip Erdogan a critiqué aujourd'hui l'attitude très médiocre de Jérusalem depuis le cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre dernier. Le chef d'État turc estime en revanche que le Hamas semble déterminé à respecter l'accord. Objectif de cette réunion pour Ankara, rester un acteur important du processus de l'après-guerre à Gaza. Les représentants de pays à majorité musulmane présents sont ceux sur lesquels Donald Trump compte pour la réussite de son plan de paix. Qu'il s'agisse de maintenir la pression sur le Hamas, de participer à la future force de stabilisation internationale ou encore de fournir des fonds pour reconstruire le territoire palestinien. Israël, de son côté, tente de limiter le rôle turc à Gaza. Seuls des pays jugés impartiaux pourront rejoindre la force militaire, selon le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa'ar. Israël juge la Turquie trop proche du Hamas, qui a encore accueilli de hauts dirigeants de l'organisation terroriste ce samedi, Khalil al-Khaya en tête. Autre signe de méfiance du gouvernement israélien, une équipe de secouristes turcs dépêchée pour participer à la recherche des corps d'otages dans les ruines de Gaza attendait toujours en fin de semaine dernière le feu vert israélien pour entrer dans le territoire palestinien, selon Ankara. Un problème de confiance qui ne date pas d'hier entre Ankara et Jérusalem. On va en parler avec nos invités qu'on accueille tout de suite. Yossi Amrossi, bonsoir et merci à vous, ancien agent de l'agence de sécurité israélienne, le Shabak, et Mathias Inbar, notre expert défense. Bonsoir à tous les deux. Alors Yossi Amrossi, question simple. Israël a des raisons assez précises et claires de se méfier d'une éventuelle présence de forces turques dans la bande de Gaza. On l'a dit à l'instant, la Turquie est très proche du Hamas. Absolument. Les Turcs sont les plus musulmans, c'est des frères musulmans, le Qatar, le Hamas sont les frères musulmans. Israël doit absolument exiger que ces deux pays ne soient pas dans la bande de Gaza et qu'il n'y ait pas de soldats dans la bande de Gaza, et même pas d'ailleurs des administrateurs ou de l'aide humanitaire de tout type. L'intérêt de l'État d'Israël est justement le deuxième axe sunnite modéré, à savoir les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. C'est quelque chose que l'État d'Israël, d'ailleurs, et le Premier ministre a mis une ligne rouge, et il faut absolument défendre ce point de vue. On ne veut pas de soldats turcs dans la bande de Gaza. Pas de soldats turcs dans la bande de Gaza. Mathias Inbar, c'est ça, la Turquie qui met un pied à Gaza, ça a tout du piège pour Israël, pas seulement d'un côté stratégique, mais aussi d'un point de vue tactique, parce que ça modifierait la donne et peut-être la latitude d'action très vite de Tsahal sur le terrain. Écoutez, je vais pas faire un cours d'histoire, on n'a pas le temps véritablement, mais après l'épisode du Mevi Marmara, il faut le rappeler quand même qu'Ankara a laissé partir un bateau rempli d'islamistes ou terroristes de IHH qui ont attaqué véritablement les soldats de la Shaïté 13, les commandos 13. Ensuite, ça a été plusieurs années de diatribes anti-israéliennes. Pendant cette guerre, on a comparé les soldats israéliens aux soldats nazis. La Turquie qui ne cesse de répéter que Israël n'a pas
pas de rôle à jouer dans ce qui se passe dans la région. Ensuite, il y a eu cette campagne de communication lancée par Tom Barak, l'émissaire américain au Liban et en Syrie, qui dit que la Turquie joue un rôle positif dans le dossier de Gaza. Et comme par hasard, le Hamas qui est en train de se sentir pousser des ailes parce qu'il dit véritablement je respecte cet accord et je respecte le plan Trump, je fais tout ce qu'il faut pour le respecter. Donc véritablement la Turquie est en train d'aller plus loin que le Qatar et clairement dit que il va falloir compter avec le Hamas dans l'après-guerre. Et c'est ça qui est dangereux, David. C'est qu'on a un acteur qui ne joue pas un double jeu, qui joue franc jeu et qui le dit très clairement. Je suis un frère musulman, je soutiens le Hamas et j'exige que le Hamas ait un rôle à jouer dans l'après-guerre. Et ça, bien évidemment, il n'en est pas question. Donc la Turquie, une aubaine évidemment pour le Hamas. Alors il y a aussi le problème, c'est aussi de savoir ce que pensent les Américains. Est-ce que vous pensez qu'ils sont conscients justement de la sensibilité de cette question? Est-ce qu'ils prennent en compte l'inquiétude de leur allié israélien? De ce que je comprends, Trump a un intérêt d'abord américain. Et c'est ce qui l'intéresse. Et il est très proche et très ami avec Erdogan. Il le respecte, il le rencontre, il le flatte et lui fait des compliments à plusieurs reprises. Et Trump doit vraiment là gérer une relation avec Israël et avec les Turcs en parallèle. Et ça n'est pas simple. Je pense que nos relations avec les États-Unis en ce moment, une relation extrêmement importante, de bonne qualité, et donc nous devons expliquer, et nous avons de bonnes explications, comme l'a dit Mathias à l'instant, ce que les Turcs disent, comment Erdogan, comment il parle de nous. Et ça n'est pas logique qu'on soit d'accord qu'il y ait des soldats turcs sur la terre de Gaza. C'est une ligne rouge. Et Israël a le droit aussi de poser ses limites. C'est nos intérêts qui sont en jeu, là. Ouais, donc Israël en mesure de convaincre effectivement les États-Unis. Alors Mathias Inbar, l'autre volet, on en a parlé aussi à l'instant, ce sont ces 200 terroristes du Hamas qui pourraient être libérés en échange de rien, même si effectivement on l'a dit, Netanyahou s'opposerait à l'idée maintenant. Alors c'est une folie pour Smotrich, pour aussi Bennett dans l'opposition, enfin qui est de retour peut-être. Quand Netanyahou, Mathias, affirme qu'il s'oppose à cette idée, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ce soir? Alors d'abord, loin de donner des... Voilà, Mathias et ensuite aussi. Si vous voulez poser la question... Non, c'est pour tous les deux, allez-y. Loin de moi de donner des points... Merci David. Loin de moi de donner des points positifs ou négatifs au Premier ministre. Je ne parle pas de politique, vous le savez, mais si stricto sensu, c'est clair que sur le terrain pour l'instant, concernant les soldats, ils sont toujours au point d'accès du tunnel. Ce qui est certain, c'est qu'on a été plusieurs journalistes tout au long de la journée à poser des questions au bureau du Premier ministre, à poser des questions à l'armée et dire que ce n'était pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Il faut que les téléspectateurs comprennent. Il y a une donnée. Ces 100, 150, voire 200 terroristes armes à la main avec des Kalachnikov sont ceux qui ont combattu pendant des mois dans la zone de Rafah, sont ceux qui ont planifié et mis à exécution les attaques mortelles de ces dernières semaines qui ont coûté la vie à des soldats israéliens. Et même, encore une fois, et je reprends le thème abordé lors de la précédente réponse, même si le Hamas semble se dédouaner et dire « ce n'est pas nous qui avons donné l'ordre, c'est eux, ils sont complètement indépendants, ils opèrent de manière complètement indépendante dans les tunnels », force est de constater, David, qu'il s'agit de terroristes. Peu importe s'ils sont en contact régulier une fois par semaine, une fois par mois ou une fois tous les 6 mois avec les ennemis Qassam, la branche armée du Hamas, ce sont des terroristes qui planifient des attaques mortelles. Ouais. Donc, pour l'instant, il y a un rapport. Encore une fois, il va falloir rester très prudent. Selon lequel Tsahal, je n'ai pas l'obtention de l'accord de l'armée israélienne, mais il se pourrait que l'armée israélienne ait commencé à murer, à verser du béton à l'intérieur du tunnel. Si c'est le cas, stratégiquement, c'est une bonne nouvelle. Ouais, signal fort. Pour conclure en 2 mots, Yossi Ambrossi, vous dites aussi erreur stratégique parce que ces 200 terroristes, c'est un peu une carte inespérée qui est tombée du ciel pour peut-être accélérer les restitutions des corps. Pourquoi ne pas l'utiliser? En 2 mots. Absolument. Pour l'instant, l'État d'Israël
tient la pression. L'État d'Israël, le gouvernement d'Israël a déterminé dès le mois d'août 2 objectifs centraux à la guerre. Le retour de tous les otages vivants ou morts et le démantèlement du Hamas et son désarmement. Et ces 2 objectifs doivent être absolument tout le temps sous nos yeux et doivent être très clairs à tous. Et actuellement, nous réussissons très bien sur la première étape de l'accord. Il reste encore 8 otages morts à Gaza et nous ne devons en aucun cas renoncer à aucun d'entre eux. Dès que nous renonçons, si nous renoncions, nous ne pourrons plus jamais les retrouver. On ne les retrouvera jamais et ce serait terrible. Et donc, je suis persuadé que le Hamas sait où se trouvent les otages. Il sait où est Hadar Goldin. Peut-être qu'il ne sait pas où Hadar Goldin est enterré depuis 11 ans. Mais ça n'est pas imaginable. En réalité, il faut que nous l'exigions. Parce que lors de la prochaine étape, ce sera beaucoup plus difficile et complexe de désarmer le Hamas. Et nous devons absolument être fermes. Pendant des années, quand j'ai œuvré contre les terroristes, le plus important en fin de compte, c'est la fermeté, de montrer que vous êtes bien clair et ferme et que vous défendez vos intérêts jusqu'au bout. C'est comme ça que vous avancez. Le Hamas, malgré toutes ces mises en scène, il rentre des otages. Pas selon le calendrier, mais il le fait. Et il faut absolument continuer à l'exiger. Voilà, maintenant ou jamais, en tout cas, un jeu de dupes que vous avez décrit tous les deux. Merci beaucoup à vous et aussi à Mathias Inbar pour cette analyse. On remercie Gisèle Abazon pour la traduction. En parallèle, le rythme lent et pénible des restitutions justement de corps d'otages par le Hamas. Hier, 3 sur les 11 restants ont été transférés en territoire israélien. Identification confirmée ce matin par l'Institut médico-légal. Asaf Hamami, Omer Neotra et Oz Daniel, ils étaient soldats dans les rangs de Tzahal et ils sont tombés en héros le 7 octobre 2023. Alexandre Yari revient sur leur parcours. Regardez. 3 noms, 3 visages, 3 destins unis par le courage et le sens du sacrifice. Les soldats Omer Neutra, 21 ans, Oz Daniel, 19 ans et Asaf Hamami, 40 ans, sont tombés héroïquement le 7 octobre en combattant le Hamas. Leurs dépouilles ont été rendues hier soir par l'organisation terroriste après 757 jours de captivité à Gaza. 2 d'entre eux, Omer et Oz, servaient ensemble dans la même division des blindés. Le 7 octobre, quand les terroristes envahissent le sud d'Israël, ils sont stationnés entre les kibbutzim Niroz et Nirim à la frontière avec Gaza. Leur char est pris pour cible. Touché par plusieurs tirs de RPG, le blindé s'embrase. Oz sort du véhicule et tente de désarmer l'un des terroristes en lui arrachant sa grenade. Il est abattu. Originaire de Kfar Saba, Oz était connu pour sa douceur, son sens du devoir et son talent de guitariste. En février 2024, après des mois d'incertitude, l'armée israélienne a annoncé son décès sur la base de nouvelles preuves recueillies à Gaza. Omer Neutra est lui né à New York. Il avait choisi en 2022 d'immigrer seul en Israël pour s'engager dans l'armée israélienne. Sa famille est restée sans nouvelles pendant plus d'1 an jusqu'à la confirmation de son décès en décembre 2024. Il a été tué le 7 octobre, son corps a été emmené à Gaza. À l'annonce de son rapatriement en Israël, le président américain Donald Trump a tenu à appeler personnellement ses proches pour leur exprimer son soutien. Asaf Hamami était commandant de la brigade sud de la division Gaza. Il a été tué au kibbutz Nirim. Lorsque l'attaque commence, Asaf prend la décision déchirante mais héroïque. Confier son fils à d'autres soldats pour qu'ils le mettent à l'abri, avant de partir seul affronter les terroristes. Pendant 8 longues semaines, Asaf était considéré comme vivant, otage du Hamas, jusqu'à ce que Tzahal annonce sa mort. Ceux qui l'ont connu se souviennent d'un officier exemplaire, un mari et un père profondément dévoués. Originaire de Kiryat Ono, Asaf laisse derrière lui son épouse Saphir et leurs 3 enfants. Immense douleur dans tout le pays. Alors on va revenir sur les perspectives à Gaza et dans l'ensemble de la région. Et on sait bien, l'arbitre des décisions les plus cruciales, cela reste les États-Unis. Et on surveille à partir de là les humeurs de son président. Direction Washington tout de suite. Bonjour Antoine Delard, notre correspondant. Antoine, qui a dit que Benyamin Netanyahou est un homme très talentueux, le genre de personne dont Israël a besoin? On va revenir avec vous sur l'interview fleuve accordée par Donald Trump à l'émission 60 minutes. Il a parlé de tout, y compris des otages et des accords d'Abraham, entre autres.
Écoutez, ce qu'on retient d'abord, c'est le message de soutien que Trump adresse à Netanyahou. Trump estime que le Premier ministre israélien est maltraité par la justice de son pays, alors que Netanyahou est en plein procès pour corruption. Le président américain annonce qu'il va s'impliquer pour l'aider dans ce procès, sans dire néanmoins quelle forme ça va prendre. Trump, qui revient aussi sur ses relations avec Netanyahou, il reconnaît qu'il a exercé des pressions pour obtenir cet accord de paix à Gaza. Je l'ai un peu poussé, voilà ce que dit Trump. C'est un homme très talentueux qui n'avait jamais été poussé auparavant, dit-il. Autre sujet abordé dans cette interview, Gaza. Trump assure que le cessez-le-feu est solide, malgré les récentes attaques du Hamas et la réplique d'Israël. Trump qui réitère d'ailleurs ses menaces contre l'organisation terroriste. Le Hamas sera éliminé s'il ne se comporte pas bien. Le président assure par ailleurs qu'il va amener le Hamas à déposer les armes, sans donner de précision sur la manière dont il compte s'y prendre. On sait que l'organisation terroriste refuse pour le moment de se plier à cette demande. Le président américain qui s'est aussi exprimé sur les accords d'Abraham, il se dit convaincu que l'Arabie saoudite va rejoindre ces accords. Quand on lui rappelle que Riyad exige d'abord la création d'un État palestinien, Trump balaye cette condition en expliquant que Ben Salman, le dirigeant saoudien, n'était pas vraiment sérieux lorsqu'il a fait ces déclarations. Il dit aussi que d'autres pays vont s'engager dans ce processus de normalisation avec Israël. Selon Trump, ces pays étaient réticents jusqu'ici à s'engager par crainte de représailles de l'Iran, une menace qui, dit-il, n'existe plus depuis que les États-Unis ont bombardé les installations nucléaires iraniennes. Enfin, en marge de cette interview, Trump s'est également exprimé sur les otages. Il confirme que la dépouille de l'Américain Omer Neutra a été restituée par le Hamas. Trump dit qu'il a parlé avec la famille et qu'elle est soulagée. Voilà pour cette interview fleuve de Donald Trump. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Alors, alliance totale ou pas tout à fait entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On accueille pour en parler l'ancien consul israélien à Los Angeles. Bonsoir Yaki Dayan, merci d'être avec nous. Alors, cette interview de Donald Trump, elle laisse transparaître quelque part un alignement assez important sur certaines positions importantes quand même de Netanyahu, que ce soit notamment sur la question de l'État palestinien. Est-ce qu'il faut se dire que sur ce dossier, d'ailleurs précis, il n'y aura pas de pression de la part de Donald Trump sur Israël? En tout cas pas pour l'instant. Oui, il faut bien comprendre que le cessez-le-feu ou tout cet accord, c'est le meilleur résultat de Trump lors de sa présidence actuelle et il fera tout pour le préserver, ce succès, et pour le poursuivre. Et donc, il fait bien attention à ce que les choses n'arrêtent pas. Mais pour lui, c'est la première étape. Il ne veut pas s'arrêter là. Il veut absolument continuer et élargir les accords d'Abraham. Et de son point de vue, et il faut bien comprendre que élargir les accords d'Abraham, c'est l'Arabie saoudite, c'est la cerise sur le gâteau. MBS arrive à Washington et la grande question ici est bien au-delà d'un État palestinien, parce qu'il est clair pour Trump que Netanyahou a des pressions sur cette question de l'État palestinien. Il l'a mis l'article 19 évoquait l'État palestinien, mais en fin de compte, les Saoudiens veulent des choses très concrètes de la part de Washington. Ils veulent un accord de défense, ils veulent du nucléaire civil. Et la grande question est de savoir si les Américains le donneront à MBS sans normalisation avec Israël, parce que c'est ce que veulent les Saoudiens. Ou bien, est-ce qu'il continuera à exiger que tout accord avec eux inclut une normalisation avec les Israéliens? C'est là la grande question. Il est évident que pour Trump, c'est juste une étape. Cet accord est la première étape pour l'élargissement des accords d'Abraham et le changement total du Proche-Orient. Donc la route est encore quelque part un petit peu longue pour cette normalisation, à votre avis, en 2 mots, pour synthétiser ça? Oui, absolument. La route est encore longue, sans doute. Nous avons beaucoup d'obstacles, mais c'est une grande occasion qui se présente parce que sans aucun doute, le Proche-Orient est en train de changer et nous pouvons nous voir avec beaucoup de chance parce que celui qui veut changer le Proche-Orient, c'est pas la Russie ou la Chine, mais les États-Unis, avec une administration très amicale envers Israël, et donc il est important de savoir utiliser ces victoires militaires en victoire politique. Alors, on a vu, Yaki Dayan, que Donald Trump veut aider Netanyahou dans son procès face à la justice. Il a connu aussi d'ailleurs ses travers judiciaires. Est-ce que, qu'on le veuille ou non, quelque part, l'un des ciments aujourd'hui de cette bonne entente entre Israël et les États-Unis, c'est aussi la qualité de la relation personnelle entre les deux hommes?
Oui, les relations personnelles sont excellentes et Trump considère que Netanyahou comme un partenaire à son idée de changement du Proche-Orient. Et au-delà de cela, comme vous l'avez dit avec raison, il considère et voit une grande ressemblance entre les poursuites judiciaires qu'il a subies aux États-Unis lui-même. Rappelez-vous, les élections étaient de savoir est-ce que Trump sera élu président ou est-ce qu'il ira en prison. Et il voit beaucoup de ressemblances à ce qu'on fait maintenant à Netanyahou ici en Israël. Et évidemment, je pense que nous allons voir Trump œuvrer activement dans une campagne pour Netanyahou. On l'a vu commencer cela à la Knesset en demandant sa grâce et on l'a revu dans cette interview de 60 minutes. Mais au-delà de cela, nous avons en 2026 des élections en Israël et il est évident que Trump sera le meilleur meneur de campagne pour les élections prochaines en Israël, pour Netanyahou. Voilà, Trump-Netanyahou, main dans la main, c'est l'image d'ailleurs sur laquelle on va conclure cet entretien. Merci beaucoup à vous, Yaki Dayan. On va évoquer à présent un thème hautement sensible, la peine de mort pour les terroristes, sujet brûlant et matière à questionnement. Alors une étape majeure vient d'être franchie. Le comité de sécurité nationale de la Knesset vient donc d'approuver en première lecture un projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour les auteurs d'attentats, texte initié par le parti Force Juive d'Itamar Ben-Gvir et qui sera soumis donc au vote des députés pas plus tard que mercredi prochain. Tout terroriste ayant assassiné un citoyen israélien pour des motifs de haine ou d'hostilité envers l'État encourrait désormais la peine capitale et uniquement cette peine. Tout cela à la majorité simple au sein d'un tribunal militaire. Voilà donc ce qui est prévu dans ce projet de loi. On rejoint tout de suite au Parlement à Jérusalem notre analyste. Bonsoir, Dror Even-Sapir. Dror, on veut comprendre d'abord avec vous la genèse de ce projet de loi. Pourquoi cette question est redevenue une priorité pour une partie de l'échiquier politique en Israël ces derniers mois? Effectivement, la question peut se poser d'autant plus que la loi israélienne prévoit déjà l'instauration d'une peine de mort, mais c'est une option, ce n'est pas une obligation. Et le sens de ce texte de loi promu par Itamar Ben-Gvir et son parti, d'ailleurs pas seulement par lui, également par le parti d'Avigdor Lieberman qui lui siège dans l'opposition, c'est de rendre cette option désormais obligatoire. Les juges n'auront pas d'autre choix s'ils doivent juger un terroriste reconnu coupable de terrorisme, eh bien, ce sera la peine de mort et aucune autre sentence. Alors pourquoi maintenant ? Vous le savez, on est en période électorale ou préélectorale et chacune des composantes de la classe politique israélienne tente de se rappeler au bon souvenir de ses électeurs et manifestement Itamar Ben-Gvir considère que ce genre de proposition peut être bien accueilli dans son électorat. Manifestement, il n'est pas le seul. Ouais, alors le nom du 7 octobre aussi, Dror, ce qui change évidemment, et on l'a dit, c'est le soutien cette fois-ci qui est officiel de Binyamin Netanyahou. Oui, auparavant, le Premier ministre était réticent. Pourquoi il était réticent ? Eh bien, il l'a exprimé aujourd'hui par la voix de Gal Hirsch. Vous savez, c'est ce général de réserve qui coordonnait les activités du gouvernement dans le dossier des otages. Eh bien, Gal Hirsch, devant la commission parlementaire de la sécurité nationale aujourd'hui, a affirmé que Binyamin Netanyahou était désormais en faveur de cette proposition de loi, puisqu'il n'y a plus d'otages en vie dans la bande de Gaza. Donc on n'a plus à craindre que si cette proposition de loi est adoptée par le Parlement israélien, par représailles, le Hamas soit tenté d'exécuter des otages, puisqu'il n'y a plus d'otages qui sont encore en vie. Donc Binyamin Netanyahou rejoint Itamar Ben-Gvir. Et encore une fois, on est en période préélectorale et il pense sans doute que l'instauration de la peine de mort pourrait dissuader des terroristes de passer à l'acte. Ouais, important cette question effectivement du timing, y compris électoral. Dror, quoi qu'il en soit, la route, faut se le dire, elle est encore longue avant les premières condamnations et éventuelles exécutions. Oui, d'ailleurs, il faudra que la loi soit définitivement adoptée. Mercredi, ce sera le cas en principe, en première lecture, mais c'est pas certain, vous savez, parce qu'on est dans une période un petit peu particulière au niveau législatif. Les partis ultra-orthodoxes boycottent les propositions de loi et les projets de loi qui émanent de la coalition gouvernementale. Et les boycottent tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction sur cette fameuse loi censée régulariser les exemptions dont bénéficient les jeunes orthodoxes du service militaire. Alors parfois, c'est un peu au cas par cas, parfois ils ne boycottent pas certaines propositions de loi s'ils obtiennent gain de cause sur d'autres questions. Donc on va voir comment les partis orthodoxes vont, et leurs députés, vont se comporter mercredi. Mais vous savez, il y a tout de même beaucoup d'opposants à cette loi, pas parce qu'ils ont la sympathie pour les terroristes, bien évidemment, mais parce qu'ils considèrent que cette loi peut être contre-productive, qu'elle n'est pas dissuasive, étant donné qu'on a affaire à des terroristes qui sont très souvent des fanatiques religieux et qui donc savent très bien qu'ils vont mourir, donc ça ne va pas les dissuader. Bien au contraire, ça pourrait même encourager les terroristes du Hamas et d'autres groupes terroristes
à kidnapper des Israéliens pour tenter d'échanger la vie de ces éventuels nouveaux otages israéliens contre celle des terroristes palestiniens qui seraient condamnés à mort. Donc il n'est pas impossible qu'au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'adoption définitive de cette loi, et encore une fois c'est pas certain, les voix des opposants à cette loi se fassent entendre et qu'il y ait peut-être un recul de la part de la coalition gouvernementale. Voilà, qu'est-ce qui peut dissuader effectivement un candidat au martyr? Merci beaucoup, Dror Ben Sapir, devant la Knesset illuminée à Jérusalem, le Parlement. Puisqu'on parle de politique israélienne, le feuilleton du moment, l'affaire dite de Steteman, dossier complexe qui met en jeu l'image de Tsahal et dont on avait résumé les grandes lignes, souvenez-vous, pas plus tard qu'hier soir. La procureure militaire sortante, au cœur du scandale, a été arrêtée la nuit dernière, peu après que l'on ait pu croire à une tentative de suicide de sa part. Elle est soupçonnée aujourd'hui d'obstruction à la justice. Le ministre Itamar Ben-Gvir réclame la fermeté à son égard. Les derniers soubresauts résumés par Alexandre Rie. À gauche, la générale de division Yifat Tomer Yerushalmi. À droite, le lieutenant-colonel Matan Solomosh. L'ancienne avocate générale militaire et l'ancien procureur en chef de Tsahal sont les principaux suspects dans l'affaire de la fuite de la vidéo de Steteman. Tous deux ont été arrêtés dimanche soir. Tout commence en juillet 2024 lorsque plusieurs réservistes de l'unité 100 sont arrêtés. Ils sont accusés d'avoir maltraité un détenu palestinien, membre présumé de l'unité d'élite Nourba du Hamas, dans la base militaire de Sde-Teiman au sud de Beersheva. Un mois plus tard, l'affaire prend une toute autre ampleur lorsque la 12e chaîne israélienne diffuse une vidéo montrant des mauvais traitements infligés à des détenus. L'armée israélienne affirme dans un premier temps qu'il s'agit d'un montage trompeur, mais elle finit par reconnaître que les images provenaient du bureau de l'avocate générale militaire. Vendredi, coup de tonnerre, Yifat Tomer Yerushalmi démissionne de ses fonctions dans la foulée de la reprise de l'enquête interne de Tsahal. Elle admet avoir autorisé la fuite de la vidéo. J'ai approuvé la divulgation de preuves aux médias afin de contrer la propagande mensongère visant les forces de l'ordre au sein de l'armée. J'assume l'entière responsabilité de toutes les preuves transmises aux médias par cette unité. Compte tenu de cette responsabilité, j'ai également décidé de mettre fin à mes fonctions de commandante de l'unité. Dimanche, la famille de Tomer Yerushalmi alerte la police, inquiète de n'avoir aucune nouvelle d'elle depuis plusieurs heures. Une importante opération de recherche débute après la découverte de sa voiture sur la plage de Hatsouk, près de Tel Aviv. Dans l'après-midi, nous avons été informés d'un incident grave mettant une vie en danger. Nous sommes arrivés sur place avec des renforts et nous avons bien sûr mobilisé tous les moyens à notre disposition, qu'ils soient maritimes, terrestres ou technologiques. Tomer Yerushalmi sera finalement retrouvé saine et sauve sur une plage d'Herzliya. Mais l'ancienne procureure militaire en chef fait l'objet de graves soupçons d'obstruction à la justice. Un élément préoccupe particulièrement les enquêteurs. Son téléphone portable, considéré comme une pièce à conviction cruciale, demeure introuvable. De son côté, le lieutenant-colonel Matan Solomosh est soupçonné d'avoir connu l'implication de Tomer Yerushalmi dans la fuite de la vidéo et d'avoir tenté de l'aider à dissimuler son rôle. Le tribunal de première instance de Tel Aviv a prolongé jusqu'à mercredi la détention des deux principaux suspects, estimant qu'ils pourraient entraver l'enquête en cours sur la fuite des images. Allez, le reste de l'info en bref cette fois et en images, top chrono. D'abord, cet autre scandale d'État, un vaste coup de filet a secoué la puissante centrale syndicale israélienne, la Histadrout, ce matin. L'unité anticriminelle de la police, LAV 433, a mené une opération majeure impliquant perquisition et arrestation de dizaines de hauts responsables, élus locaux et même dirigeants d'entreprises, dont le président, vous le voyez, de la Histadrout, Arnon Bar-David, principal suspect. Une enquête secrète qui a duré près de 2 ans et qui révèle un système de corruption, pot de vin, fraude et abus de confiance liés notamment à des nominations et à diverses affaires publiques et privées. Des images de la cérémonie organisée à l'occasion du 30e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Ça se passait au Mont Herzl, dans la capitale. Les drapeaux avaient été mis en berne également à la résidence officielle du président Yitzhak Herzog, également à Jérusalem. Des personnalités étaient présentes à la veille de la date exacte de cet événement tragique. On reparle aussi de la situation tendue au Liban. L'Arabie Saoudite presse Israël de temporiser. L'agence de presse Shahab rapporte que Riyad demande à Israël de donner plus de temps au gouvernement libanais pour tenter de désarmer et de démanteler le Hezbollah. Et cela alors qu'Israël exige une action immédiate. Chaque jour qui passe, le Hezbollah s'approvisionne en munitions, affirme-t-on, à Jérusalem.
Et puis les Houthis du Yémen affichent une détermination accrue contre Israël. La milice pro-Iran se présente ainsi comme la principale menace existentielle pour l'État juif. Le porte-parole Al-Boukaïti affirme que le mouvement est prêt à engager une confrontation militaire directe avec Israël, même sans soutien arabe ou régional. Il déclare qu'en cas de nouvel affrontement Téhéran-Jérusalem, les Houthis interviendront militairement aux côtés de Téhéran. Et c'est l'heure de l'édito tout de suite. Alors on vient d'évoquer les Houthis, parlons de son principal sponsor Téhéran. Pendant que l'Iran tente de refaire surface au niveau nucléaire et militaire, eh bien Israël, qui n'en a pas fini avec le Hamas, on le sait, se prépare à l'éventualité d'une deuxième guerre avec la République islamique. Christian Ballard, bonsoir Christian, notre consultant diplomatique à Paris. Eh bien qu'en est-il du rapport de force entre ces deux puissances régionales ? David, les Israéliens ne sont pas dupes. Ils savent qu'après avoir humilié récemment le régime iranien, il leur faudra faire plus pour éradiquer cette racine du mal. L'Iran essaye de son côté de regagner le temps et le terrain perdu et de se renforcer en armes et en hommes. 5 ans se sont écoulés depuis la mort de leur stratège assassiné, Qassem Soleimani, le patron de la force Al-Quds et des gardiens de la Révolution. Son successeur, le général Esmail Kahani, n'a pas réussi à restaurer la force régionale de l'Iran. La République islamique d'Iran est affaiblie aussi par son économie des plus chaotiques. Qassem Soleimani était un maître stratège qui savait mélanger diplomatie, guerre psychologique et puissance militaire. Et aujourd'hui, on le voit, la coordination entre les différentes milices chiites fait défaut. L'empire que Soleimani avait construit est en train de s'écrouler. Les critiques pleuvent de partout, d'Irak, du Liban, depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah, l'ex-patron du Hezbollah. Le Hezbollah n'a plus de réelle emprise. Et aujourd'hui, le président iranien, Massoud Pezeshkian, est coincé entre le centre du pouvoir incarné par Ali Khamenei et les gardiens de la Révolution. Les ambitions nucléaires qui symbolisent l'indépendance et la défiance vis-à-vis de l'Occident, la destruction des réacteurs nucléaires après l'attaque de juin 2025, ont fait tomber le rêve nucléaire. L'Iran n'a plus de réelle force de dissuasion. La destruction des réacteurs représente un double échec à la fois sécuritaire et stratégique. C'est peut-être ce qui pourrait ressembler, restons certes prudents, à un début de la fin, mais plus que jamais, Israël doit en tout cas éradiquer le régime iranien et ses proxys s'il veut un Moyen-Orient en paix et stable. Voilà, l'Iran, obstacle à la paix au Moyen-Orient. Merci beaucoup Christian Ballard pour cet édito. Alors autre chose, ce soir, le grand soir, un nouveau rendez-vous qui vous est proposé sur i24 News. Pas si nouveau que cela, on a le plaisir d'accueillir Raphaël Hassine. Salut Raphaël. Bonsoir Raphaël, vous êtes aux manettes, ça y est, de Ça se débat, c'est du lundi au jeudi, avec forcément des débatteurs au profil varié que nos téléspectateurs aiment ou aiment détester parfois. On ne va pas changer une équipe qui gagne, comme Christian Ballard et l'Iran, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Ça se débat, c'est 4 débatteurs, 2 à Paris, 2 à Tel Aviv, avec des figures phares qui ont fait l'histoire, des grandes gueules et des émissions de débat sur cette chaîne. Ce soir, nous avons par exemple Meir Habib, David Antonelli, Myriam Palomba et Jérémy Simber. Et au programme de l'émission, on va revenir sur l'interview de Donald Trump à CBS, cette ingérence du président américain dans le procès de Benjamin Netanyahou. Est-ce que nos débatteurs sont pour ou sont plutôt contre ? Est-ce qu'ils considèrent que la justice israélienne maltraite Benjamin Netanyahou ? Je pense que vous pouvez imaginer un peu à l'avance qui dira oui et qui dira non. On les connaît. On va pas tout casser le suspense. Ensuite, on va recevoir un des parrains de cette émission, l'animateur, le journaliste Guillaume Durand, qui a animé un débat présidentiel en 1995. Il parraine l'émission. Toute la semaine, comme ça, on vous proposera de découvrir différents parrains de l'émission. Le deuxième thème sur la France, l'élection présidentielle 2027. Jordan Bardella en tête des sondages. Que pensent nos débatteurs de cela ? Et on va finir avec une surprise, une nouveauté, une carte blanche. Il y aura un humoriste qui me rejoindra en plateau. Il va écouter l'émission en régie avec l'équipe. Il va noter des choses. Et après, il va vous faire rire. Et on espère bien rigoler. Eh ben, on ne dira pas qui c'est, mais moi, je ne le sais pas. Voilà, à suivre tout de suite à partir de 20h, juste après donc la grande édition. 20h Paris, 21h Tel Aviv. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Raphaël Hassine, et bon courage. Allez, nous, on poursuit avec notre dossier de la semaine. C'est parti.
dossier consacré, vous le savez, au Qatar et à son influence tentaculaire. Justement, ce soir, on va s'arrêter sur l'un des principaux instruments de cet empire financier, son média numéro 1, j'ai nommé Al Jazeera. La chaîne, depuis ses débuts il y a 30 ans, se veut la voix du monde arabe. Elle est clairement aujourd'hui l'outil qui permet à cet émirat de façonner un narratif conforme à son agenda. Immersion d'abord en compagnie de Chani Guidalia et Lucille Smadja. Depuis près de 30 ans, Al Jazeera se revendique comme la chaîne de référence dans le monde arabe. Fondée en 1996 par l'émir du Qatar, elle avait pour objectif de révolutionner le paysage médiatique au Moyen-Orient en proposant une alternative aux médias arabes traditionnels. Au fil du temps, la chaîne est devenue un média incontournable grâce à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, elle a introduit un style de journalisme libre dans une région où les médias étaient souvent censurés. Ensuite, sa couverture des événements majeurs comme le 11 septembre et le printemps arabe l'a placée au centre de l'attention mondiale avec une omniprésence qu'aucun autre média arabe n'offrait. Enfin, sa capacité à diffuser des points de vue variés lui a permis de devenir un acteur incontournable. Mais Al Jazeera a été à plusieurs reprises soupçonné et accusé de désinformation et de servir de relais au narratif anti-israélien, notamment pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Sa ligne éditoriale a été largement contestée, d'une part en raison de sa proximité idéologique avec les frères musulmans, d'autre part en diffusant des séquences destinées à orienter l'opinion contre Israël. Avec l'envoi massif des correspondants, l'accès privilégié dans la bande de Gaza, les images des destructions, les chiffres des victimes, Al Jazeera se pose en témoin direct, même si la chaîne est accusée de relayer la communication du Hamas. Résultat, un agenda éditorial orienté en faveur des causes soutenues par Doha, et le Qatar semble utiliser son média comme un instrument d'influence stratégique. Israël a donc interdit Al Jazeera sur son territoire en mai 2024 en raison de la couverture biaisée de la guerre. En janvier 2025, l'autorité palestinienne a elle aussi décidé de suspendre la diffusion d'Al Jazeera en Judée-Samarie, fermant temporairement les bureaux de la chaîne qatari et révoquant les licences de travail de ses employés. Une décision qui intervient après la diffusion de contenu critiquant la répression de cellules terroristes à Jenin par Ramallah. Israël n'est pas le seul pays à avoir fermé les bureaux d'Al Jazeera. En 2017, une alliance menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats avait imposé au Qatar un blocus économique dont la levée fut conditionnée à la satisfaction de plusieurs conditions. Parmi elles, la fermeture de la chaîne d'information accusée de servir une propagande terroriste. Depuis, un arrangement a été trouvé et Al Jazeera continue d'inonder les ondes. Et voilà, Al Jazeera omniprésent au Moyen-Orient et au-delà. On va plus loin avec un spécialiste de la question. Ariel Admoni, bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes expert du Qatar à l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie là pour le Qatar, mission accomplie pour le Qatar et pour Al Jazeera qui ont quelque part façonné le discours arabe, qui ont infiltré les débats internationaux. Là, il n'y a plus beaucoup de place pour les autres aujourd'hui. Absolument. D'abord, merci de m'accueillir. En effet, le Qatar souhaitait être déjà le canal, déjà par le nom de la chaîne Al Jazeera, et donc ils veulent devenir la chose la plus importante, les informations de Chypre à la Grande-Bretagne pour savoir ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Proche-Orient. Vous allez sur Al Jazeera, et Al Jazeera est devenu un élément légitime d'information, cité même dans les universités. Et c'est le canal d'information parce que, en ayant soutenu le Hamas, ils ont eu des scoops et des informations et a remis le Qatar au centre alors qu'il continue à soutenir le terrorisme ou bien discrètement ou bien face aux caméras. La proximité effectivement évidente bien souvent avec le Hamas. Al Jazeera, vous direz que c'est un petit peu le cheval de Troie médiatique de l'islamisme, c'est-à-dire que c'est une information qui est sélectionnée, qui est racontée au service de l'agenda qatari et notamment l'agenda des frères musulmans aussi, au final. Absolument. En fin de compte, nous prenons le narratif pour servir ce qui nous intéresse. Cette semaine, par exemple, on a vu le Premier ministre qatari dire que ceux qui enfreignent le cessez-le-feu, c'est les Palestiniens. Ça n'a pas été traduit sur Al Jazeera. Et même Al Jazeera, qui parfois ose être un peu critique face au Hamas, parce que les Qataris ne sont fidèles à personne,
le but en fin de compte, et le Hamas le sait, d'être le porte-parole des voix islamistes, pas seulement Al Jazeera. Nous voyons toutes sortes de voix, par exemple quand on parlait des attaques et comment parler du génocide des chrétiens au Nigeria, Al Jazeera est toujours dans la subversion pour être adapté au discours islamiste, et même dans les cas où le Hamas s'énerve un peu contre eux, les Qataris ont d'autres moyens de communication comme à l'Arabie, et ils lui disent ne vous inquiétez pas, ils disent au Hamas on est là pour vous. C'est pareil avec les talibans qu'ils soutiennent et les autres mouvements terroristes islamistes qui sont ainsi soutenus. Alors finalement, ce qui est intéressant, Ariad Moni, c'est que pas seulement Israël, mais tout le monde dans la région se méfie quelque part d'Al Jazeera. Il y a aussi les Émiratis, les Saoudiens. Pourquoi, à votre avis ? D'abord, parce que c'est un outil de communication très efficace. Ils ont réussi avec des divulgations et avec un travail de communication très intelligent. Et de la même manière, à porter atteinte à un État et en même temps se cacher derrière la liberté d'expression. Mais il faut bien dire la vérité. Si pendant cette guerre, nous avions encore la promotion de messages islamistes et anti-américains et anti-israéliens, bien sûr, et même des enquêtes contre les soldats de Tsahal avec leur nom et leur grade pour essayer de les traîner au tribunal international. Par contre, on voit aujourd'hui un certain changement face aux Émiratis et aux Saoudiens. La semaine dernière, le directeur d'Al Jazeera a rencontré le ministre de la Communication saoudienne pour parler d'une série en coproduction saoudienne et qatari à Al Jazeera sur l'histoire de l'Arabie Saoudite et du Qatar, parce que ils ont compris que dans la situation de l'attaque de Israël, et donc les Émiratis et les Saoudiens, ça va exiger un paiement, et donc ça a été aussi de travailler ensemble et de vous rappeler, et Al Jazeera leur marche sur les pieds, mais toujours au Qatar, ils trouvent toujours comment attaquer les autres systèmes de communication ou faire des enquêtes soi-disant authentiques contre les régimes émiratis ou saoudiens. Ouais, un média qui est capable de déstabiliser certains pouvoirs, effectivement, reste à savoir si cette influence reste intacte à l'ère des réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, Ariad Moni, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. Et on poursuit, nous, tout de suite avec un reportage. On revient sur le drame du 7 octobre avec la mise sur pied d'une nouvelle unité dédiée au soutien psychologique de celles et ceux qui ont risqué leur vie face aux terroristes à Gaza. Soutien mental fourni aux soldats démobilisés et souffrant de post-trauma. Reportage Ronnie Zukinski avec Eric Fendler. אני ממליצה לכם בחום לבוא עם ראש פתוח. המטרה היא לתת לכם כלים לניהול של מצבי לחץ. אתם צריכים להבין שמה שאנחנו עושים פה זה דברים שכמובן הוכחו כיעילים ואפקטיביים. משמעת פנימית זה לא משמעת של להקשיב למפקד, זה משמעת של אני רוצה להיות בשליטה על הגוף שלי. Ce que vous voyez ici n'est pas un simple entraînement de soldats tankistes. בשמונה שבועות הקרובים אנחנו נשים דגש חזק על הנשימה. אנחנו ממש יכולים להשתמש בטכניקה הזאת כדי גם לעזור לעצמנו במצבים שיש לנו עודף מחשבות. Après 2 ans de combats farouches, l'entraînement d'aujourd'hui se fera sans char ni mortier. Le plus gros du travail ne se fera pas à l'aide d'exercices physiques, mais mentaux. Ces dernières années, et plus particulièrement depuis le 7 octobre, Tsahal et le ministère de la Défense sont beaucoup plus conscients que le bien-être mental des soldats, appelés comme réservistes, n'est pas moins important que d'apprendre à combattre ou à tirer dans les stands. אנחנו היום מבינים שכמו שאנחנו צריכים בהכשרה של לוחם, כמו שאנחנו רוצים שהוא יראה טוב בנשק ושהוא יהיה טוב במקצוע שלו ושיהיה לוחם טוב, אנחנו צריכים לא פחות מזה, להעניק לו כלים גם בעולם המנטלי. La lieutenant-colonel Tzadik Kover occupe aujourd'hui l'un des rôles les plus sensibles au sein de Tsahal, voire même l'un des plus importants. זה לא רק פוסט-טראומה, זה דיכאון, זה חרדה, אסור לי לפשל. חוסן נפשי. מה זה אומר? זאת שאלה מצוינת, ממש. וגם אין לי תשובה חד משמעית עליה.
חוסן הפך להיות מין מילת קוד כזו שהיא שם להכל. כל דבר הוא חוסן. זה לא מה שאני לא יכול להישבר או אסור לי להישבר. כולנו נשברים. ב7 באוקטובר כולנו נשברנו. יש משהו שאני כל הזמן שמעת אותו, מפקדים אומרים לי, תבואי, תעשי לנו סדנה שחיילים לא יפחדו. אני לא רוצה שהם יפסיקו לפחד, כי פחד זה דבר חשוב. הוא שומר עלינו. הוא שומר עליי, השאלה היא מה אני עושה. איך אני מתנהלת בתוך המקום המפחיד. טרגדיה ברחובות, לוחם מילואים בן 31 שהיה אמור להתחתן הערב. דניאל אדרי, בן 24. לוחם, פגוע נפש, הלום קרב. אני חושבת שהשיח בתקשורת זה שיח חשוב. בשיח על אובדנות צריך להיות זהיר. D'après les données du ministère de la Défense, depuis le début de la guerre Glaive de Fer jusqu'au mois d'août 2025, plus de 10 000 combattants déclarent souffrir de différentes réactions mentales inhabituelles. 4 000 d'entre eux sont enregistrés comme souffrant de post-trauma, tandis que des milliers d'autres n'ont pas encore eu le temps d'envoyer de demandes de reconnaissance. Un peu plus d'1 millier de soldats, engagés et réservistes confondus, ont été dispensés de service pour des raisons d'ordre mental à la suite d'un état post-traumatique provoqué par des situations vécues pendant les combats. Depuis le début de la guerre, plus de 50 soldats ont mis fin à leur jour. האם באמת יש יותר התאבדויות, יותר אנשים פוסט-טראומטיים, חיילים פוסט-טראומטיים, או שזה בגלל שאנחנו מדברים על זה יותר בתקשורת? בעצם זה שהתקשורת מסתכלת על האובדנות במספרים מוחלטים, זה גם התבוננות לא נכונה וגם מאוד מאוד מטעה. לדוגמה, שנת 24 הייתה השנה עם הכי פחות מתאבדים בשירות סדיר שהייתה ב10 השנים האחרונות. אבל עדיין יש איזושהי הצגה שזה כאילו קצת הפוך. שאנחנו באיזשהו גל של התאבדויות. אנחנו באיזשהו גל של התאבדויות. תקרית קשה בשעות האחרונות. נכה צה"ל צעיר הצית עצמו מול אגף השיקום של משרד הביטחון. Il y a 4 ans, la décision d'un soldat post-traumatique a choqué le pays entier. La boîte de Pandore du post-trauma et des suicides s'ouvre alors enfin, ainsi que le débat sur les effets négatifs de ceux qui sont envoyés au combat. S'ils ont physiquement quitté le champ de bataille, leur esprit, lui, est encore là-bas. יש לנו קשיים כשהם קשיים אחרים, במיוחד פה במדינה הזאת שאנחנו חיים בה, קשיים שאנחנו צריכים להתמודד יום. השיח בחברה השתנה. כשהייתי קב"נית בתחילת דרכי, אנשים היו אומרים לי, אל תגידי לי שלום במסדרון למטופלים שחלילה לא ידעו. כן, שמטופלים שלי, אל תגידי לי שלום החדרוך, לא במסדרונות, שלא ידעו שאני מטופל. היום חיילים צועקים לי, הקב"נית, מה שלומך, מה העניינים? כלומר, גם משהו אצל החיילים משתנה של בוא לפנות לקב"ן, זה גם עוצמה, לא בהכרח חולשה. הם מתקשרים לקב"ן מתוך עזה, כדי שהוא יגיע ויעשה התערבויות בפנים במידה וצריך. זאת אומרת, הקשר הוא הפך להיות כל כך אינרנטי, שזה הפך להיות השפה. זו שפה שקיימת, והיא טובה. היא טובה כי חיילים פונים. מעניינת, אבל אני חושבת שלא מספיק. Malgré les tragédies et les cas difficiles, c'est sûrement l'une des choses les plus importantes qui soit arrivée ces derniers temps. Le barrage de la honte qui entourait la santé mentale est tombé. השיח בפוסט-טראומה וטראומה ככלל עלה מאוד בצבא, במיוחד בחילות הלוחמים. הם מרגישים הרבה יותר מנוח, הם מבינים שזו סיטואציה שהרבה יותר פשוטה היום, שזה פחות מביך, שהלכת לקב"ן זה בדיוק כמו ללכת לרופא, זה לבוא לקבל טיפול מקצועי למחלה שיכול שהוא לא מזהה. Dans l'armée israélienne, les derniers rapports ont été lus et étudiés avec attention. Et ils seront affichés dans les bases. כופפים ברכיים ומתגלגלים משכב על הצד. יאללה, עלינו למעלה עם הידיים. המטרה שלנו בענף חוסן נפשי זה לתת לחיילים כמה שיותר כלים להתמודדות, כדי שבזמן אמת כשהם יפגשו אירוע דחק, בהכרח הם ידעו להתמודד טוב יותר. אנחנו צועדים עם הידיים קדימה, ושוב לצדדים. תהיו בעיניים עצומות ותתרכזו בעצמכם. היום קב"ן הרבה יותר נגיש, נמצא גם עם החיילים, גם עם המפקדים, בדיוק כמו התוכנית הזו, שבסוף קב"ן מתעסק בחוסן, מתעסק במניעה, פוגש את החיילים משלבי ההכשרה ועד שלבי התמרון, והחייל מרגיש הרבה יותר בנוח. Le courage de reconstruire après avoir connu l'enfer de Gaza. Et en France, plus de 2 ans justement après les massacres du Hamas, le secteur du tourisme en Israël a subi une lourde chute, mais depuis le cessez-le-feu, la donne pourrait changer. Un événement était organisé aujourd'hui à Paris. On y retrouve Anna Papiashvili. Bonsoir Anna. Eh bien, des compagnies aériennes reviennent, les agences de voyage aussi apparemment.
Bonsoir, absolument, à rassurer les professionnels du secteur du tourisme et puis leur donner envie de proposer à nouveau des voyages vers Israël, vers plusieurs villes qui sont très touristiques et qui ont souffert évidemment de ces plus de 2 ans de guerre. Mais avec l'arrivée du cessez-le-feu, c'est aussi l'occasion pour le ministère israélien du tourisme, pour l'Office israélien du tourisme, et bien de parler d'un jour nouveau. Et c'est ce que va faire Laurent Ganassia qui est avec nous. Bonsoir Laurent, merci d'être là. Bonsoir. Vous avez organisé cet événement ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les rencontres qui s'organisent? Et c'est quoi le jour d'après? Alors le jour d'après, justement, d'abord c'est une rencontre qui avait été prévue de longue haleine, justement, pour acter ce jour d'après, c'est-à-dire ce renouveau du tourisme vers Israël. Alors en l'occurrence, en ce qui nous concerne au départ de France, puisque la France, c'est quand même le 2e marché mondial de tourisme vers Israël et le 1er marché européen, avant la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc. Donc on est quand même très fiers de cela. Les chiffres attestent d'une véritable remontée. Les compagnies aériennes qui... Aujourd'hui, évidemment, vous les connaissez, LA, l'Air France qui continue des vols réguliers, mais on a des dizaines de vols chaque semaine. Transavia qui propose aussi des vols directs au départ de Lyon et de Toulouse. Donc toute cette émulation montre qu'il y a une véritable progression et les statistiques, les prévisions montrent que nous aurons pas loin de 130 000 touristes français qui auront visité Israël à la fin de l'année 2025 et à peu près 1 300 000 touristes venus du monde entier. Donc cette rencontre, elle permettra d'abord aux agences de voyage détaillantes qui s'adressent directement au grand public de rencontrer les acteurs du tourisme israélien, que ce soit certains hôteliers, que ce soit des compagnies aériennes, que ce soit des agences réceptives et surtout de prendre un petit peu le pouls de cette destination et d'avoir justement la motivation, l'envie, le projet de la programmer à nouveau dans les semaines et les mois qui viennent parce qu'on sait très bien que en tant qu'office de tourisme, on a besoin de ces partenaires qui sont indispensables pour remettre Israël, on va dire, en priorité, en destination prioritaire, comme nous l'avions il y a quelques années, parce que de toute façon l'envie est là. Quand on parle avec les professionnels du tourisme, ils nous disent, même pendant les périodes difficiles, que l'envie de découvrir la destination, elle est là. Je veux dire, tout grand voyageur qui se respecte ne peut pas ne pas avoir envie, une fois dans sa vie, de découvrir Jérusalem, la mer Morte, Tel Aviv, etc. Et on veut justement saisir cette motivation avec des professionnels pour pouvoir leur donner bien l'envie de passer maintenant aux actes. Eh ben, merci beaucoup, ça donne envie en tout cas d'y aller. Merci pour toutes ces informations. Merci Laurent Anna. Ganassia. Et voilà, on espère un retour progressif à la normale concernant le secteur du tourisme israélien. Bien voilà, on vous attend vous aussi, le grand retour des touristes étrangers. Il était temps en Israël. Merci beaucoup, Anna Papiashvili. Voilà, et tout de suite, comme promis, ça se débat. Raphaël Hassine et ses débatteurs. Très bonne soirée à tous sur i24.